Alors, bonjour et bienvenue au webinaire qui vise à présenter deux nouveaux programmes d'aide financière aujourd'hui, soit l'appel de proposition visant la lutte au gaspillage alimentaire, que l'on appellera la PGA pour le reste de la séance, et le programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions, que l'on appellera le PMOICI. Ce webinaire est présenté dans le cadre des Rendez-vous Reçu Québec. C'est un plaisir de vous accueillir. Je m'appelle Maxime Dallaire. Je suis agente de recherche et de planification chez Reçu Québec et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de vous présenter nos conférencières, j'aimerais vous donner quelques consignes. Comme vous l'avez remarqué, vos micros et caméras ont automatiquement été fermés. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans l'onglet « Questions et réponses » qui se trouve en haut à droite de votre écran. La séance d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure. Elle est enregistrée et elle vous sera envoyée par courriel au courant des prochains jours. À la fin du webinaire, on vous invite à prendre quelques minutes pour répondre à notre sondage d'appréciation. Donc, il est maintenant le temps de vous présenter nos conférencières. Donc, je vous présente ma collègue Marianne Maltais-Guilbeault. Elle est agente de développement industriel. Elle se spécialise dans les questions touchant les matières organiques, mais plus particulièrement sur la réduction du gaspillage alimentaire et l'économie circulaire dans le secteur bioalimentaire. Elle participe depuis 2012 à l'analyse et au suivi des demandes d'aide financière. Et évidemment, elle a participé à la rédaction du code normatif de la PGA. Maintenant, je vous présente Marie-Christine Filteau, agente de recherche et de planification chez Recyc Québec. Elle détient plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Elle travaille sur une variété de dossiers, notamment sur le programme d'optimisation des écocentres, la responsabilité élargie des producteurs et sur la rédaction du code normatif du PMOICI. Par le passé, elle a également piloté l'implantation de la troisième voie au sein d'une MRC. Donc, vous comprendrez qu'on a choisi les deux meilleures personnes pour vous présenter ces programmes d'aide financière aujourd'hui. On fait un survol rapide de l'ordre du jour. Donc, j'ai déjà débuté avec le mot d'introduction. Donc, à chacun leur tour, les conférencières vont faire la présentation des programmes d'aide financière et elles répondront à l'ensemble des questions à la fin. Donc, vers 10h40, il va y avoir une période de 20 minutes de questions. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Marianne, à toi la parole. Merci beaucoup, Maxine. Alors, je vais partager ma présentation ici. Et voilà. Je vais débuter ma présentation avec les éléments qui vont faire en sorte que vous allez choisir dans quel programme déposer votre demande, puis ensuite vous parler plus spécifiquement de la PGA comme Maxine le mentionnait. Donc, la première étape, c'est de savoir si vous êtes admissible. Les clientèles admissibles à la PGA et au PMOICI sont les mêmes clientèles. Donc, il s'agit de tout type d'organisations légalement reconnues. Par ça, on veut dire des organisations qui sont enregistrées auprès du registraire des entreprises, qui sont en opération au moment du dépôt de la demande et qui ont une place d'affaires au Québec. Il y a les organismes municipaux qui sont également des clientèles admissibles. On parle des communautés métropolitaines, des municipalités locales et régionales, donc des MRC, des municipalités visées par la loi sur les villages CRI et le village Naskapi, les municipalités visées par la loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik, l'administration régionale de Kativik, les régies intermunicipales et aussi tout autre organisme public dont le conseil d'administration est majoritairement formé d'élus municipaux. Alors, ce sont vraiment les clientèles qui sont admissibles. Le secteur des pâtes et papiers qui pourrait avoir des projets compatibles avec le PMOICI n'est cependant pas une clientèle admissible dans le cadre du programme. Pour ce qui est des regroupements d'organisations, c'est aussi une option qui est très intéressante et qui s'offre à vous. Le regroupement, l'avantage, c'est que ça permet de reconnaître comme admissibles les dépenses de chacun des membres du regroupement pour la réalisation d'un projet. Maintenant, les matières visées par votre projet vont être déterminantes dans le programme auquel déposer votre demande. Alors, on a du côté de
la PGA, les aliments, donc les aliments en surplus, les aliments qui sont perdus ou gaspillés, et aussi les résidus alimentaires qui sont générés dans les circuits pour l'alimentation humaine. Par exemple, si on fait du jus, on parlerait alors de la pulpe de jus, donc qui pourrait être un résidu alimentaire dans la production d'un aliment destiné à l'alimentation humaine. Ça pourrait être également des dattes pour des dattes dénoyautées ou de la purée de dattes, par exemple. Du côté du Pémoissi, on parle de matières organiques au sens large du secteur des industries, commerces et institutions. Les matières doivent absolument avoir été triées à la source. C'est un prérequis. On parle de ce côté-là des résidus alimentaires, donc vraiment toute la gamme des résidus de façon large. Des résidus de l'industrie agroalimentaire, donc qu'on appelle souvent les boues, et également les résidus verts. Pour savoir maintenant si votre projet, surtout s'il s'agit de résidus alimentaires, par exemple, s'inscrit mieux dans la PGA ou dans le Pémoissi, c'est selon le type de projet que vous visez. Alors, ici, je vous présente la hiérarchie des 3 RV appliquée au secteur bioalimentaire. On voit en haut la réduction à la source, ensuite le réemploi, le recyclage, un petit peu comme on est habitué de voir cette hiérarchie-là, avec évidemment le plus souhaitable d'agir en amont et le moins souhaitable de se rendre vers l'élimination. Alors, par la réduction à la source, on parle de réduire les surplus ou le gaspillage alimentaire généré. Ça peut être par des modifications opérationnelles, par exemple, si c'est quelque chose si on a un convoyeur puis qui roule tellement vite qu'à chaque minute, on a un aliment qui tombe par terre et qui doit être jeté, mais c'est des ajustements opérationnels qui peuvent faire en sorte, par exemple, d'éviter qu'un aliment soit perdu à chaque minute. Ensuite, pour le réemploi, on a une déclinaison pour le secteur bioalimentaire en 3 catégories. On a d'abord le réemploi pour nourrir des gens. Ici, c'est l'utilisation des surplus ou des résidus alimentaires pour soit créer des produits à valeur ajoutée. Par exemple, si on utilise les surplus, ça pourrait être le jus qui est fait à partir de fruits et légumes en surplus. Ou si on parle de résidus, ça pourrait être de produire un substitut de café à partir de noyaux de dattes torréfiés, de produire de la farine réintégrée dans des produits de boulangerie à partir de drèches de microbrasserie déshydratées, par exemple. Ça peut aussi être le don à des organisations qui luttent contre l'insécurité alimentaire. Ces 2 approches-là, si votre projet concerne la réduction à la source ou le réemploi pour nourrir des gens, c'est des projets qui sont visés par l'appel de proposition visant la lutte au gaspillage alimentaire. Ensuite, si on continue, on a aussi le réemploi pour nourrir des animaux ou des insectes. Donc, on en entend de plus en plus parler. L'alimentation des insectes rentrerait dans cette catégorie. Ça pourrait être, par exemple, si je reviens avec mes exemples de jus, donc des croquettes pour animaux domestiques qui sont faites à partir de pulpe de jus. Ça peut être, si je reprends l'exemple de la farine, la fraction trop grossière de la farine de drèche qui ne pourrait pas être utilisée comme une farine de boulangerie qui serait à ce moment-là renvoyée pour l'élevage d'insectes, ça serait possible. Ou sinon, des aliments déclassés, par exemple des aliments tombés au sol qui sont envoyés en alimentation animale, ça aussi, c'est ce qu'on entend par le réemploi pour l'alimentation animale. On a aussi, dans la 3e catégorie du réemploi, c'est le supra-recyclage. C'est d'utiliser les surplus ou les résidus pour produire des produits à valeur ajoutée qui sont non alimentaires. Par exemple, si on utilise des résidus comme les noyaux d'abricots
qui seraient broyés et qui sont incorporés dans un nettoyant pour le corps. On a un exfoliant qui, à ce moment-là, substitue, par exemple, on a déjà vu par le passé des microbilles de plastique dans ce type de produit-là. Donc, les microbilles seraient substituées par le résidu alimentaire qui est les noyaux d'abricots broyés. Il existe aussi des nouveaux produits à valeur ajoutée dans le secteur des textiles, par exemple, qui utilisent des résidus de la culture d'ananas. On a le Pignatex qui est une fibre qui utilise les feuilles de l'ananas. On a aussi des surplus déclassés de pommes pour un autre produit qui, à ce moment-là, c'est un cuir de pomme. Donc, des nouveaux produits à valeur ajoutée qui peuvent être développés, qui peuvent s'inscrire dans le réemploi ou le supra-recyclage. C'est ça qu'on entend par cette catégorie. Pour terminer la hiérarchie des 3 RV, on a le recyclage qui est avec ou sans traitement biologique par compostage ou biométhanisation, avant d'avoir un retour au sol de la matière organique. Alors, c'est vraiment le retour au sol de la matière organique qui consiste en le recyclage de la matière. Alors, les projets qui visent le réemploi de la nourriture pour les animaux, le réemploi en supra-recyclage et le recyclage de la matière organique vont s'inscrire directement dans les projets visés par le programme PMOICI. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail des spécificités de la PGA. La PGA, qui est un programme qui, comme on vient de le voir, s'inscrit vraiment au niveau de la réduction à la source. Tout d'abord, pourquoi avoir lancé un programme comme celui-là? C'est un programme qui est doté d'une enveloppe de 3,64 millions de dollars. 3,64 millions de dollars en réduction à la source et en réemploi. Donc, en fait, il y a plusieurs arguments pour justifier cet appel de proposition. D'abord, c'est d'agir en réduction à la source et en réemploi, c'est la meilleure stratégie pour réduire les impacts environnementaux. Le système bioalimentaire représente 26 des émissions de gaz à effet de serre, en plus d'avoir d'importantes répercussions au niveau de l'usage des terres, au niveau des réservoirs en eau, par exemple. Et on estime que près du quart, 24 des émissions des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire mondial sont issues d'aliments perdus ou gaspillés. C'est pourquoi la lutte au gaspillage alimentaire a été identifiée comme la stratégie prioritaire adoptée pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés par les scientifiques du projet Drawdown, qui sont des scientifiques aussi associés au GIEC. Alors, le GIEC qu'on connaît bien. En plus de ces avantages environnementaux-là, lorsqu'on agit vraiment en amont, on a une approche qui est cohérente avec la politique québécoise de gestion de matières résiduelles. La politique cible comme premier enjeu de mettre un terme au gaspillage des ressources et confirme la réduction à la source comme le moyen en amont le plus efficace pour y parvenir. Alors, l'appel de proposition s'inscrit directement dans le cadre du plan d'action de la politique à l'action 10. Puis, les stratégies de prévention, mais comme je viens de vous le mentionner, comme c'est confirmé par la politique, mais c'est les stratégies qui sont les plus efficaces pour prévenir et atténuer les impacts négatifs. Comme dans la diapositive précédente, on voyait que 71 des émissions de gaz à effet de serre sont générées dès l'étape de la production alimentaire. Donc, le gros des impacts est en amont. D'agir en amont, c'est vraiment la solution la plus efficace pour réduire ces impacts-là. En plus de tout ça, c'est cohérent avec les récentes recommandations du BAP et aussi avec notre prochain plan stratégique qui sera dévoilé sous peu. Pour la PGA, l'objectif principal, c'est donc, sans surprise, de prévenir ou réduire le gaspillage alimentaire avec les 2 stratégies possibles que je vous mentionnais, soit la réduction à la source ou le réemploi pour nourrir des gens, donc soit par le don ou soit
suivant une étape de transformation. Par exemple, ça pourrait être de la déshydratation, ça pourrait être du broyage, ça pourrait être des aliments qui sont cuisinés aussi pour être maintenus ou réintégrés dans les circuits pour l'alimentation humaine. Pour les objectifs spécifiques du programme, on a comme obligation de mesurer les quantités qui sont évitées, réduites ou réemployées en alimentation humaine grâce au projet. Alors, ce qui est important, c'est d'être capable de démontrer une différence au niveau des quantités par rapport à la situation avant projet, la situation actuelle. Par exemple, une organisation qui récupère déjà des denrées alimentaires pour les redistribuer devrait démontrer la quantité supplémentaire qui serait détournée annuellement grâce au projet. Alors, c'est vraiment l'objectif de l'appel de proposition, c'est d'aller chercher de nouvelles quantités qui vont être réduites à la source ou qui vont être maintenues dans les circuits pour l'alimentation humaine. On veut aussi que les projets démontrent une cohérence avec les principes de développement durable. Il existe 16 principes. Dans le formulaire de demande, on va vous demander d'identifier l'importance de chaque principe de développement durable par rapport au projet. Donc, est-ce que la cohérence est nulle, faible, moyenne ou élevée? Et puis, pour les principes où la cohérence est moyenne ou élevée, il va vous être demandé de déterminer des objectifs quantifiables, clairs et réalistes, évidemment, pour les mesurer, donc pour mesurer ces éléments-là. L'identification de ces objectifs liés au principe de développement durable, c'est vraiment entre les mains des demandeurs, mais sachez que par la suite, si vous avez identifié les objectifs, mais il va falloir les mesurer si votre projet est retenu. Maintenant, pour ce qui est du financement offert, le programme prévoit des subventions de 50 à 500 000 et les subventions offertes par Recycle Québec couvrent jusqu'à 70 des dépenses admissibles. C'est donc dire que pour avoir un minimum de 50 000 de subvention, les projets doivent comprendre au moins environ 71 500 de dépenses admissibles. Ce ne sont pas toutes les dépenses du projet qui peuvent être admissibles. La liste est bien détaillée dans le cadre normatif avec qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu. Donc, je vais vous inviter à aller voir ça plus en détail par rapport à vos projets respectifs. Ensuite, pour ce qui est de la durée du projet, on parle d'un 18 mois, un 18 mois qui commence à partir de la signature de la convention. Je vais vous parler du processus d'analyse puis des délais qui sont associés au moment entre le dépôt et la signature des conventions. Mais sachez que les dépenses sont reconnues comme admissibles à partir de l'envoi de l'accusé de réception par Recycle Québec. Ici, on a le processus d'analyse. Donc, l'envoi, vous déposez une demande. Dans un délai de 5 jours, 5 jours ouvrables, on vous envoie un accusé de réception. Et c'est à partir de ce moment-là que les dépenses que vous allez faire dans le cadre du projet peuvent être reconnues comme admissibles. Vous n'êtes pas obligé de commencer votre projet à ce moment-là. Si vous voulez le débuter, peu importe si vous allez recevoir une réponse positive ou négative pour la subvention, c'est possible de le faire à ce moment-là et que les dépenses soient reconnues comme admissibles. Ensuite, on a une analyse de l'admissibilité du projet qui se déroule durant les 20 jours suivant la date limite de dépôt. La date limite de dépôt pour la PGA, c'est le 15 juin à 15 heures. La date où vous allez recevoir au plus tard la confirmation d'admissibilité, c'est le 15 juillet 2022. Donc, vraiment, les 20 jours ouvrables suivant la limite de dépôt. Les projets qui vont être admissibles vont ensuite être analysés par une analyse technique. On va, selon les critères, les critères d'évaluation qui sont mentionnés dans le cadre normatif, évaluer chacune des demandes reçues
qui est admissible. Et ensuite, les demandes vont être comparées entre elles. Donc ici, dans le cadre d'un appel de proposition, on a une analyse comparative. Donc, les projets, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi, c'est pour tous les projets admissibles reçus à la date de dépôt, les projets sont comparés entre eux. On a également une analyse financière qui accompagne l'analyse technique et il y a des vérifications de conformité qui sont faites auprès du MAPAC, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du ministère de l'Environnement également. Lorsque les analyses sont terminées, on obtient une recommandation de projet à approuver. Les projets ensuite vont être approuvés par les différentes instances de Recyc Québec selon nos procédures habituelles. Puis, dans les 2 mois suivant l'approbation, on va avoir la signature des conventions. Et par la suite, après la signature des conventions, commence le 18 mois de mise en œuvre du projet pour les projets qui vont débuter à ce moment-là. Et pour les projets qui vont avoir débuté plus tôt, vont pouvoir aussi bénéficier de ce 18 mois de mise en œuvre. Alors, c'est ce qui conclut les éléments vraiment spécifiques à l'appel de proposition. Maxine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marianne, pour la présentation de la PGA. Tu as fait un excellent résumé du programme d'aide financière. On va pouvoir répondre aux questions des participants un peu plus tard. Maintenant, je vais passer la parole à Marie-Christine qui va nous présenter le P-Moissi. Donc, Marie-Christine, à toi la parole. Partager également mon écran pour vous faire la présentation. J'y arrive à l'instant. Hop. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci encore à Maxine pour la présentation et merci à Marianne pour l'introduction également du programme que l'on appellera P-Moissi. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est clientèle et matières visées parce que Marianne les a très bien présentées. Pour ma part, au niveau de la présentation, je voudrais vraiment y aller pourquoi on a lancé un tel programme, les exigences du programme, puis les analyses de dossiers de demande. Donc, j'y vais avec une petite statistique de départ qui est une statistique de notre dernier bilan en gestion des matières résiduelles, le bilan 2018, où en excluant l'industrie agroalimentaire, on estimait qu'il y avait 5 de taux de recyclage des matières organiques en provenance du secteur des ICI. Donc, on est conscient que c'est complexe parce qu'il y a une grande variabilité de type de matière, de quantité au niveau des ICI. Donc, la collecte municipale n'est pas toujours adaptée ou elle est parfois tout simplement pas offerte aux ICI. Donc, Recyc Québec est conscient de ça, puis donc il voulait poursuivre avec un nouveau programme. Pourquoi je dis poursuivre? C'est que en 2020, il y a eu un appel de proposition pour le soutien des projets visant la réduction, la récupération, le recyclage. Donc, on l'appelait de son petit nom l'AP-Moissi. Ce projet-là a été lancé en 2020 et il y a de prévu 8,8 millions de dollars à travers le Québec pour des projets différentes demandes. Donc, on était conscient que la demande, elle était encore là, le besoin est encore là. Voilà pourquoi un tel programme. Au niveau des investissements pour le programme de P-Moissi, cette fois, on est à 7,27 millions. C'est également un programme qui respecte les objectifs actuels de la politique québécoise en gestion des matières résiduelles et son action 9 qui vise à améliorer la desserte, la disponibilité et l'efficacité des installations de recyclage pour les matières organiques dans tous les secteurs. Là, on est vraiment plus au niveau de la desserte. Ça respecte les objectifs de la stratégie de valorisation également qui vise à gérer les matières organiques dans les ICI à 100 d'ici
2025, donc un objectif ambitieux. Et également, c'est cohérent avec notre futur plan stratégique là, de Recyc Québec. Donc, j'y vais avec l'objectif principal qui est finalement très simple, là, qui vise à récupérer soit des fins de réemploi, Marianne en a parlé un petit peu plus tôt, puis on parle vraiment de réemploi pour l'alimentation animale ou bien pour la fabrication de produits à valeur ajoutée, ou le recyclage des matières organiques et le recyclage des matières organiques résiduelles dans le secteur des industries, des commerces et institutions. Quand je vais un petit peu plus dans les exigences particulières au niveau du programme, il y a 3 grands segments au niveau des dépenses admissibles. Il est obligatoire pour être admissible dans le programme d'avoir des dépenses au niveau de l'équipement de récupération, de pré-traitement et de recyclage in situ. Au niveau des frais de collecte des matières organiques, c'est assez nouveau là, que Recyc Québec souhaite subventionner une partie des frais de collecte. Je vous explique un peu la réflexion derrière ce montant-là, ce soutien financier-là. C'est qu'on le sait que parfois, ce qui est un frein pour les entreprises, pour les institutions, de démarrer la collecte des matières organiques, c'est qu'évidemment, c'est un coût supplémentaire. Sauf qu'une fois que les opérations sont mises en place, on est capable parfois d'aller réduire nos frais de collecte de déchets ou d'aller optimiser les opérations ailleurs. Donc, ces frais de collecte-là vont être remboursés jusqu'à un 50 des frais admissibles liés aux frais de collecte pour un 12 mois. Donc, comme l'appel de proposition APMOICI, ce sont des projets qu'on souhaite réaliser dans 18 mois. Donc, pourquoi le fameux 12 mois de remboursement jusqu'à 50 ou jusqu'à 50 000 $? C'est vraiment dans l'objectif de vous soutenir dans votre transition et aussi que vous puissiez ajuster ailleurs certaines dépenses ou certaines opérations. Donc, voilà. Aussi, on le sait, ce sont des grosses transitions souvent là, au niveau de l'introduction de la collecte des matières organiques dans vos secteurs. Donc, on souhaite qu'il y ait des activités d'information, de sensibilisation puis d'éducation. C'est pour ça qu'on a mis cette dépense-là obligatoire, donc d'en avoir un minimum pour accompagner vos employés dans cette transition-là. On le sait, parfois, ça nécessite une transition opérationnelle importante et puis ça nécessite un accompagnement spécifique à la gestion de votre entreprise ou vos institutions. Et les services de planification et de coordination du projet sont également des dépenses admissibles et je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'analyse des projets, ce qui est spécifique parce qu'on souhaite encourager les regroupements d'entreprises qui ont on va dire un regroupement naturel, ne serait-ce que par la proximité des lieux, par le type de matière générée au niveau des matières organiques ou par la quantité. Que ces regroupements-là, ça nécessite une certaine planification. On en est consciente, on en est conscient et consciente, on le sait. Donc, c'est ce service-là, comparativement aux autres dépenses où elles doivent être dépensées après l'accusé-réception, cette dépense-là, ça sera accepté avant l'accusé-réception de notre part lors du dépôt. Simplement pour vous laisser le temps, si vous souhaitez faire des regroupements dans votre secteur, que vous puissiez le planifier. On le sait que ça ne prend pas 2 minutes à faire là, au niveau de ces regroupements-là. Les montants ne sont pas tout à fait pareils comme l'appel à proposition. On est des projets entre 30 000 à 300 000 $. Donc, pour des plus petits projets, comme c'est jusqu'à 70 des dépenses admissibles, on estime que ce soit des projets à peu près de 41 500, 42 000 $ minimum pour avoir le 30 000 de subvention et c'est jusqu'à un montant de 300 000 $. Là, ce qui change par rapport à l'appel de proposition, c'est qu'ici, on a 3 dates de dépôt possibles, soit une rapidement le 30 juin 2022, le 14 octobre 2022 ou le 24 février 2023.
qu'il faut savoir par rapport à ces dates de dépôt-là, je vais en revenir un peu dans l'analyse du processus des projets. C'est que si on revient aux dates de dépôt, si vous déposez votre dépôt, votre projet le 30 juin, vous allez recevoir dans les 5 jours ouvrables un accusé réception. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des dépenses, à l'exception, comme je vous disais, au niveau de la planification. Puis vous allez avoir dans les 20 jours ouvrables un go, no-go, c'est-à-dire est-ce que votre projet est admissible, est-ce que toutes les exigences sont respectées, puis à partir de ce moment-là, on va analyser vos projets. Donc, vous n'aurez pas de réponse de notre part. On se laisse 4 mois. On n'a aucune idée combien de demandes nous allons recevoir. Donc, pas avant le début de l'automne que vous allez recevoir. Donc, juste pour votre planification à vous, ce n'est pas nécessairement en plein milieu de l'été là, que vous allez avoir de nouvelles. Pareil, si vous déposez au 14 octobre, estimez que vous allez devoir avoir des nouvelles de notre part au retour des fêtes, février, début du printemps. Donc, je reviens au processus d'analyse des projets. Je passe rapidement parce que Marianne en a parlé, puis je viens d'en parler. Donc, accusé-réception, petite exception dans ce programme-là, vous pouvez avoir des frais de coordination, des frais professionnels de coordination du projet avant. C'est la seule exception. Au niveau des dépenses, l'analyse d'admissibilité se fait dans les 20 jours. Go, no go, est-ce que vous respectez la conformité que l'on exige au niveau du demandeur puis du projet? L'analyse des projets, il n'y a pas de comparaison entre les projets comparativement à l'appel de proposition sur le gaspillage alimentaire. Il y a une analyse technique sur votre projet et une analyse financière du demandeur. Donc, on souhaite que des approbations, évidemment. Le 18 mois, comme Marianne le mentionnait, débute à la signature de la convention, puis vous avez 18 mois pour la mise en œuvre du projet. Évidemment, depuis le lancement du projet, des 2 programmes, on a beaucoup de questions. Donc, on est ouvert si vous avez des questions plus spécifiques, puis on souhaite vraiment que la présentation d'aujourd'hui vous ait aidé finalement dans la compréhension de la différence entre les 2 programmes. Donc, merci. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'était super bien vulgarisé. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet Questions-réponses qui se trouve en haut à droite de votre écran pour nous poser une question. Je vais débuter tout de suite par des questions qui sont peut-être un peu plus techniques. Donc, oui, la présentation, elle va être disponible pour consultation en format PDF, mais aussi l'enregistrement. Donc, pour ceux qui ont des clientèles à laquelle ils voudraient présenter l'enregistrement, ça va être possible. Il va être sur YouTube, puis il va être également sur notre site web et on va vous l'envoyer par courriel. Si jamais vous ne réussissez pas à le trouver, n'hésitez pas à nous écrire un petit courriel. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Une autre question à laquelle je peux répondre de mon côté, est-ce que c'est possible d'avoir rendez-vous avec un ou une analyste pour avoir réponse à des questions plus spécifiques sur notre projet? Absolument. On va vous repartager les adresses courriels des 2 programmes d'aide financière. Vous allez pouvoir communiquer avec nous par courriel pour nous poser vos questions. À ce moment-là, si un rendez-vous téléphonique est nécessaire, c'est possible de notre côté de vous en offrir un. Je vais regarder les autres questions ici et les publier en même temps. Donc, si dans le cadre d'un projet collectif où il y a plusieurs partenaires, quelles sont vos attentes en termes d'entente entre les organismes et quelle différence faites-vous entre les partenaires du projet et les sous-traitants? C'est une excellente question. Je crois que Marianne pourrait y répondre. Oui. Alors, dans le cas d'un regroupement d'organisations, chaque membre doit consacrer de l'expertise puis une partie de ses ressources, que ce soit des ressources financières ou humaines, à la réalisation du projet. Dans un regroupement, on n'inclut pas les sous-traitants qui, eux, vont facturer de toute façon. Alors, comme c'est un sous-traitant,
on n'a pas besoin de créer un regroupement avec les sous-traitants. Les sous-traitants vont facturer leurs services et il va y avoir la facture, preuve de paiement, donc tous les éléments nécessaires sans problème. Le regroupement est vraiment pertinent quand il va y avoir des dépenses qui vont être faites par plusieurs entités dans le groupe et puis qu'on voudrait faire reconnaître chacune de ces dépenses-là parce qu'habituellement, c'est seulement les dépenses du demandeur qui vont être reconnues. Pour faire un regroupement, maintenant, il faut qu'il y ait une entente qui soit signée entre les parties et remettre l'entente au moment du dépôt de votre demande d'aide financière. L'entente doit comprendre la nature du partenariat, les implications de chacune des parties et aussi, très important, de désigner un mandataire autorisé à transiger avec Recé Québec, donc avoir une organisation, une personne dans cette organisation-là qui va être désignée pour faire les échanges avec nous. Nous, chez Recé Québec, on ne va pas communiquer avec chacune des entités. On va avoir vraiment un canal de communication avec juste un des membres du regroupement et c'est cette personne-là, en fait, cette organisation-là qui va être aussi apte à signer la convention au nom de tout le regroupement. Alors, c'est ce qui doit être inclus dans l'entente pour vraiment formaliser un regroupement qui est une option tout à fait possible de faire. Merci beaucoup. Ici, j'ai une question qui s'applique dans les deux cas des programmes d'aide financière. Est-ce que les activités de recherche et de développement sont admissibles? Vas-y, Marie-Christine. Déjà, je peux répondre pour Pémoissy. Non, dans le cas de Pémoissy, les recherches, les études de recherche ne sont pas des dépenses admissibles. C'est la même chose du côté de la PGA. On cherche vraiment à détourner des matières. Si en même temps, on va chercher des informations qui peuvent servir à faire avancer la documentation là-dessus, c'est tant mieux, mais ça ne doit pas être l'objectif principal. L'objectif étant vraiment de réduire à la source et de faire du réemploi. Absolument. Parfait. Maintenant, ici, c'est intéressant. On a un exemple concret d'une municipalité. La Ville de Gatineau propose dans son prochain PGMR de développer un service de collecte des matières recyclables et compostables pour les ICI. Gros projet. Le déploiement d'une collecte des matières organiques dans les ICI par la Ville serait-elle admissible? Et une sous-question, est-ce que nous pouvons déposer en octobre pour une approbation début 2023, sachant que le PGMR entrera en vigueur début 2023? Bien, dans les deux cas, la réponse est oui. Oui, ce serait des dépenses admissibles. C'est vraiment ce que l'on cherche. J'ai envie de dire, par contre, c'est en autant que ce soit démontré que ce soit uniquement pour les ICI, cette collecte-là, et non pas à moitié ICI, à moitié municipale, à moitié résidentielle, par exemple. Puis, est-ce que vous pouvez déposer en octobre, puis que dans le cas de votre PGMR qui soit en vigueur en 2023, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Parfait, merci. C'est un bon exemple de projet qu'on aimerait voir être déposé dans le cadre du PMOICI. Une question pour la PGA. Un autre exemple de cas ici. Est-ce que la modification ou l'ajout d'un logiciel ou de fonctionnalités additionnelles ou un logiciel qui est déjà utilisé pourrait être admissible? On a un exemple ici. Admettons qu'on a un distributeur dans l'alimentaire pour pouvoir réagir en amont avant qu'un aliment soit périmé, doit pouvoir tracer l'aliment en question. Dans de grandes entreprises, certaines fonctionnalités logicielles permettraient ceci. Est-ce que l'achat d'équipements inclut le coût d'ajouter une fonctionnalité à ce fameux logiciel? Ça permettrait à l'entreprise de pouvoir réemployer l'aliment pour en faire un don pour nourrir des gens. Je dirais oui. A priori, c'est un projet qui pourrait être admissible. Ce qui serait important dans le cadre d'un projet comme celui-là, c'est vraiment d'être capable de démontrer quelle quantité supplémentaire on est capable d'aller chercher pour les retourner en alimentation humaine par rapport à la situation avant d'avoir implanté cette nouvelle fonctionnalité-là. Il y a peut-être, même dans un projet comme celui-là, d'autres dépenses qui pourraient être admissibles pour la mise en place puis le déploiement de la nouvelle fonctionnalité au niveau des opérations. Super.
Maintenant, une question pour Marie-Christine. Est-ce que l'achat d'un équipement de compostage dans les restaurants est une dépense éligible? Oui, c'est une dépense admissible. De Parfait. l'équipement, oui, oui, tout à fait. Super, merci. Question un peu plus technique. Est-ce que le 18 mois pour réaliser le projet débute lorsque les demandeurs reçoivent la confirmation pour le projet, donc au maximum à la mi-novembre 2022? Marianne? Le 18 mois commence à partir de la signature de la convention. Donc, on va avoir la confirmation de l'approbation, puis ensuite, on se prévoit un délai de 2 mois là, pour la préparation des conventions, la signature par toutes les instances des deux côtés. Puis, c'est la date de signature de la convention qui est vraiment le début de la période de 18 mois pour la mise en œuvre. Parfait. Une autre super question ici. Disons qu'une municipalité engage une ressource humaine pour former une cohorte du CI. Est-ce que ces dépenses-là seraient admissibles dans le PMOICI? Oui, si la dépense salariale est liée à la coordination du projet, comme je mentionnais dans la présentation, ce sont des dépenses qui peuvent être exceptionnellement admissibles avant le dépôt de la demande puis la réception de l'accusé réception. Donc, ça peut être soit par le biais de frais professionnels ou ça peut être fait par le biais d'une ressource à l'interne, tant que tout ça est une dépense, j'ai envie de dire, raisonnable, là, pas nécessairement un salaire à temps plein pour 1 an ou quelque chose comme ça. Donc oui. Super, merci. Une autre question pour le PMOICI. Est-ce que le PMOICI est valable autant pour ceux qui donnent les résidus que ceux qui les reprennent? Si je comprends bien la question, c'est pas tant important. Ce que je comprends par reprendre les résidus, que ça serait des collecteurs. Si des collecteurs souhaitent faire un projet, par exemple, et fournir de l'équipement, ce n'est pas un projet qui est non admissible. Nous, l'important, c'est que ça respecte les exigences particulières du projet qui sont qu'il y ait des dépenses au niveau de l'équipement et que ça favorise finalement la récupération par le biais soit du réemploi ou du recyclage de la matière organique. Donc, qui est le demandeur pour nous, tant que c'est un demandeur admissible et que le projet respecte les exigences particulières, équipement, frais d'ISée, frais de collecte s'il y a lieu, et puis coordination du projet s'il y a lieu. Parfait. Ici, j'ai une excellente question. Je suis bien contente que quelqu'un l'a posée. Puis, ça s'applique dans le cas des deux programmes. Est-ce que la subvention pourrait permettre de payer une partie des frais de transport? Par exemple, payer pour l'achat d'un véhicule ou même rembourser des dépenses de carburant? Je vais y aller en premier. Donc, au niveau du transport, par exemple, qu'est-ce qui est admissible au niveau de la PGA? On aurait la location de matériel roulant spécialisé pour le projet. Là, en gros, ce qu'on voit dans cette catégorie-là, ça serait un camion réfrigéré pour être capable de transporter des denrées récupérées ou des denrées en surplus ou des résidus pour être capable ensuite de les réemployer en alimentation humaine. Les frais courants, donc de l'essence, par exemple, ce ne sont pas des dépenses qui sont admissibles dans le cadre des programmes d'aide financière si on vise vraiment des projets. Puis, tant qu'à être sur le sujet du matériel roulant, l'achat de matériel roulant non plus n'est pas admissible dans le cadre de l'APGA, ou bien la location de matériel roulant qui n'est pas spécifiquement dédié au projet. Là. Par exemple, si on veut louer un véhicule, une voiture ou un tracteur, c'est trop général. C'est difficile de démontrer que c'est vraiment juste pour le projet. Donc, c'est une dépense qui n'est pas admissible non plus.
Parfait, merci beaucoup. Ici, une très bonne question, encore une fois. Est-ce qu'on peut envoyer à REC Québec une demande préliminaire pour rendre les dépenses admissibles le plus vite possible à partir de la date de réception et ensuite envoyer la demande complète pour le 15 juin? Pour une situation comme celle-là, en tout cas du côté de la PGA, ce que je conseillerais, ça serait de prendre un rendez-vous pour justement discuter un petit peu du projet. Ça va être peut-être la façon la plus efficace de voir qu'est-ce qui serait admissible, pas admissible au niveau des dépenses, parce que par la suite, lorsqu'il va y avoir la date de tombée, les projets vont d'abord être évalués au niveau de l'admissibilité. Puis l'admissibilité compte plusieurs critères. Donc, pas seulement est-ce que ce sont des dépenses admissibles, mais est-ce que le demandeur est admissible? Est-ce que les pièces justificatives sont transmises? Est-ce que le formulaire, le calculateur sont adéquatement remplis? Tout ça. Donc, on a plusieurs éléments qui sont en dehors de seulement regarder les dépenses lorsqu'on évalue l'admissibilité du projet. Alors, vraiment, communiquez avec nous pour avoir une discussion sur votre projet pour qu'on puisse vous aiguiller là-dessus. Excellent, merci beaucoup. Ici, j'ai une question qui touche l'ancien programme. Donc, Marie-Christine, elle a parlé plutôt qu'on a déjà un programme d'aide financière qui est sorti en 2020 qui s'appelait l'APMOICI. Donc, j'ai quelqu'un ici qui me dit, j'ai eu une réponse positive dans le cadre de l'APMOICI. Est-ce que je peux transférer mon projet dans le nouveau programme puisque je ne pourrai pas rencontrer les délais originaux à cause des défis causés par la pandémie? La réponse simple, c'est non. Cependant, ce que j'ai envie de dire à ce demandeur-là par rapport à moi-ci, c'est que Recyc Québec puis les analystes, on est très conscients des défis des demandeurs liés à la pandémie, l'approvisionnement et tout ça. Ça serait plus de contacter l'analyste pour voir s'il n'y a pas possibilité d'extensionner un petit peu ou qu'il y a une certaine flexibilité à ce niveau-là. Mais de transférer, je ne pense pas que ça serait possible. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question, puisque les dépenses pour les équipements sont obligatoires dans le PMOICI, une MRC qui a déjà implanté la collecte DMO dans le CI ne peut pas soumettre un projet pour optimiser la récupération dans les ICI si elle n'a pas de dépenses d'équipement et de récupération. Ai-je bien compris? Effectivement, si le projet est déjà réalisé, malheureusement, non, vous pouvez pas citer ce projet-là s'il y a autre chose liée au ICI sur le territoire, puis que vous avez un besoin au niveau de l'équipement de récupération ou de traitement in situ pour d'autres ICI sur votre territoire, oui, mais pour les projets qui ont déjà été réalisés, non, ils ne sont pas admissibles au programme. Parfait, on va rester avec toi, Marie-Christine, pour la prochaine question. Est-ce qu'un projet pilote de collecte des matières organiques auprès des ICI serait admissible dans le PMOICI? Non, malheureusement, on n'a pas prévu de projet pilote parce que, comme je le mentionnais au départ de ma présentation, on le sait que le besoin est criant, donc on voulait des projets qui allaient se réaliser rapidement pour répondre aux objectifs gouvernementaux en termes de gestion des matières organiques rapidement. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Je vais regarder ici pour être sûre. Ça semble Je vois être qu'on a des complet. mains levées. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, la personne qui a levé la main a posé sa question dans le question-réponse par la suite. C'est bon. Ben, merci beaucoup pour vos questions. Elles étaient très pertinentes.
Donc, c'est ce qui clôt la période de questions. Au nom de Recyc Québec, on vous remercie d'avoir assisté au webinaire présenté dans le cadre des rendez-vous Recyc Québec. Merci beaucoup à Marianne et à Marie-Christine pour avoir pris le temps de présenter les programmes, d'avoir répondu aux questions. Votre travail n'est pas terminé. Probablement qu'il y a d'autres questions qui vont survenir au courant des prochains jours par courriel. Parlant de courriel, on va vous en envoyer un dans les prochains jours. Ça va comprendre les présentations PDF, l'enregistrement du webinaire ainsi qu'un sondage de satisfaction qu'on aimerait bien que vous répondez. Ça va être envoyé au courant des prochains jours. En terminant, je vous invite à assister au prochain webinaire présenté dans le cadre des rendez-vous Recyc Québec intitulé « Se donner les moyens de nos ambitions, l'offre de services de Recyc Québec en économie circulaire » qui aura lieu le 19 mai prochain. Rendez-vous sur notre site web pour plus de détails. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, merci à tous et bonne journée.